Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Hélène. Et Mélanie. Hello. Hello. Je dois vous prévenir que je suis un peu lendemain de veille. Un peu. Un peu. Beaucoup. Ben, correct. Correct. Ouais, Correct lendemain de veille. Mm. Fait que, voilà. Ouais, j'avais mon parti de bureau hier. Donc, shout-out à tous mes collègues qui m'écoutent. Hello. Hello. C'est Et aussi, on a juste au-dessus de nos têtes 2 papas et 4 enfants. Donc, ça se peut que vous entendez des béding-béding. Mais écoute, on est habitués, ils sont habitués. Notre réalité chaotique. Mais là, en fait, on n'a pas de bébé à gérer pendant qu'on Non. enregistre, ce qui est quand même un plus. Oui. On n'a pas... Parce qu'on est samedi, fait que papa et papa sont là. Avec tous les enfants. Il faut bien les utiliser. Ah. Fait que voilà. Voilà. Maintenant, on est moi puis Hélène, les OG. Les OG, on a bu quelques mimosas. Oui. Je les sens même pas. Moi non plus. Non? Non. Peut-être parce que c'était du mousseux cheap. Sorry. Bon. OK. Fait que on a... des potins ou des... Ouais. Oui, on a des potins. OK, j'en lis un. On a un potin de Anne-Marie qui... C'est par rapport à l'épisode 85, le mononcle, qui dit « Bonjour, je suis une grande fan de votre podcast. Je travaille chez l'Auto-Québec et dans l'épisode du 3 juin, quand vous tentiez de comprendre la durée de la prison à vie, vous mentionnez que tout le monde est confus parce qu'entre autres, le lot de la loterie gagnant à vie est de seulement 25 ans. C'est plus fort que moi, je dois déboulonner le mythe. Le lot de 1 000 $ par semaine à vie est bel et bien pour toute la vie, pas pendant 25 ans. Oh. Je sais pas c'était qui m'avait dit ça. Ben moi aussi, je pensais ça. Mais attends, ce qu'elle dit, c'est que c'est le cas dans les autres provinces canadiennes, mais pas au Québec. Ah. Passez le mot. Haha. Bonne journée. Le mot est passé. Merci beaucoup, Anne. Ouais. J'étais sûre. C'était un mythe que tout le monde pensait. Mais en même temps, c'est même partout ailleurs, sauf ici. Fait que Ouais, pour ça qu'on je pense suis ça. québécoise. Hein. Ouais. Mais Je pensais ça. Tu connais-tu quelqu'un qui l'a gagné? Moi? Non. Je connais personne qui l'a gagné. Non, moi non plus. On a aussi une... Là, aujourd'hui, il faut dire qu'on est le 7 décembre pendant qu'on enregistre ça. Oui, c'est vrai. L'épisode sort le 9, mais le 6 décembre, c'était la journée commémorative des événements de la Polytechnique. Mm-hmm. Et on a quelqu'un qui nous a écrit par rapport à ça, je pense. Oui, c'est ça. On a un potin, plus comme explication, dans le fond. Ouais. Je vous lis ça. Donc, de Anonyme, qui dit « Allô les bines, j'ai commencé à écouter votre podcast dans ma voiture en faisant la route entre la maison et le travail grâce aux bons conseils de ma collègue. » Merci, ta collègue. Dernièrement, j'ai écouté votre épisode sur Polytechnique et en tant que paramédic, je voulais prendre la peine de clarifier certains points concernant notre métier. Pour commencer, je trouve important de préciser que la sécurité des intervenants est le premier critère à respecter pour intervenir sur une scène. Un des principes les plus importants est que nous ne pourrons venir en aide à personne si nous devenons nous-mêmes un patient. Logique. Mm-hmm. Les paramédics ne sont pas autorisés à intervenir sur une scène de ce type par question de sécurité et d'efficacité, tout simplement. Nous prenons en charge les patients une fois qu'ils sont sortis du périmètre de sécurité ou lorsque la scène est jugée sécuritaire pour nous. Pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans Polytechnique. Ouais. Et il faut aussi comprendre que le nombre d'ambulances sur un territoire est parfois trop petit pour le nombre d'appels sur ce territoire, ce qui explique en grande majorité les délais avant leur arrivée. C'est le cas à Montréal. Les paramédics sont débordés et font call après call, souvent sans prendre leur période de repas sur un corps de travail de 12 heures, qui s'étirera souvent à plus de 12 heures consécutives en raison du fort nombre d'appels. Tabarouette. Oh my God. Il faut aussi se questionner à savoir si les pompiers sur place étaient formés comme premiers répondants et avaient les connaissances médicales pour venir en aide aux paramédics. Un blessé par balle demande d'être stabilisé avant d'être transporté dans un hôpital. Cela peut impliquer un contrôle de saignement, une assistance ventilatoire ou respiratoire, un massage cardiaque, une immobilisation, etc. Ces gestes demandent des bonnes connaissances médicales ainsi qu'une rapidité de soins des soins prodigués. Finalement, je ne sais pas quel système de radio était utilisé à l'époque, mais il faut savoir que tous les intervenants ne communiquent pas ensemble.
police, pompiers, paramédics, agents de sécurité, nous avons tous un système de communication différent à nos propres canaux radio. Ah ouais. Ah, on savait pas ça. Non. Nous pouvons nouvellement communiquer ensemble lors d'événements exceptionnels regroupant plusieurs intervenants, mais ceci doit être mis en branle de façon externe et nos radios doivent être compatibles avec le système utilisé. En espérant vous avoir éclairé un peu sur une petite partie de notre travail, Vraiment. le plus beau du monde en passant. Oh. J'adore votre podcast, continuez comme ça. Oh. Non, merci, Anonyme. Ça explique vraiment beaucoup de choses. Oui, vraiment. Et c'est tout très logique. Ouais. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, ils communiquent tous ensemble. Mhm. Mais en même temps, ça n'a aucun sens qu'ils communiquent tous ensemble. Mhm. Parce qu'après ça, n'importe quelle ambulance peut caler n'importe quel pompier, n'importe quel policier. Ça n'aurait pas rapport. Ouais. Puis ils entendraient toutes les communications de tout le Ouais, monde. alors que c'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Mm. Ça a vraiment du sens. Merci beaucoup pour les éclaircissements. C'est vraiment plus clair. Hélène. Mel. Tu vas me raconter quelque Je te chose raconte. d'horrible? Ben oui, on raconte jamais des... On est là pour ça. Ça serait très... Un autre podcast, je te racontais quelque chose de le fun. C'est juste un podcast d'histoire qui finit bien. Tu finis tout le temps par... Fait que personne n'est mort. Tout le monde est content. Mon Dieu que ça n'avait pas de but, qu'est-ce qu'on vient de dire. Mm-hmm. Je te raconte aujourd'hui une histoire d'une maman et de sa petite fille de 5 ans. Oh non. Ouais. Oh. OK. C'est l'histoire de... Je ne sais pas comment prononcer son nom. Bailey. Sarah Bailey et Talia Marsman. C'est B-A-I-L-L-I-E. Bailey? Bailey? Ouais. Je dis Bailey. Ça va Bailey. tellement... C'est des anglophones, francophones? Anglophone. Ouais, Bailey. Bailey? Je dis Bailey. Mm. Donc, mes sources, CBC News, CBC News, ils ont fait un timeline de l'histoire au complet qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ça, j'aime ça quand il y a des timelines. Ah, c'est tellement Des fois, j'en fun. cherche, là, puis j'en trouve pas, là. C'est vraiment plus clair. Le timeline dans cette histoire-là est quand même important. Fait qu'on se voit. CBC News, Calgary Herald, Global News et le balado Canadian True Crime qui a fait un podcast là-dessus aussi. Voilà. Donc, Sarah Bailey, 34 ans, mère célibataire qui vit à Calgary, en Alberta. Sa fille, Talia Marsman, 5 ans, décrite comme une petite boule, j'écris comme pleine d'énergie et optimiste. C'est le portrait de sa mère. Ils s'entendent vraiment bien, sont inséparables. Le père de Talia s'appelle Colin Marsman et Sarah sont séparés dû à une relation assez rock'n'roll. Par rock'n'roll, je veux dire que Sarah a été victime de violences conjugales. Elle a même déjà porté plainte aussi à la police à la suite d'une chicane qui a mal tourné. Colin, à la suite de cette plainte-là, il a été accusé de séquestration et d'intimidation. La poursuite a toutefois été différée, mais Colin n'a quand même pas eu le droit d'entrer en contact avec Sarah, sauf par texto, puis seulement pour discuter des visites à sa fille. OK. Il doit aussi payer une pension alimentaire à Sarah, qui a la garde à temps plein de Talia. Cependant, il empile les dettes, puis il ne paie jamais la pension. Sarah, elle travaille au Chili's Resto Bar à l'aéroport de Calgary, puis elle déclare un salaire annuel d'à peu près 20 000 $. Fait qu'elle a quand même de la misère à arriver. Heureusement, sa famille est vraiment proche, puis elle l'aide beaucoup. C'était en quelle année, ça? On est en 2016. 20 000 en 2016? Mm. C'est vraiment pas beaucoup. En mai 2016, les accusations contre Colin sont abandonnées. Sarah trouve un appartement dans un demi-sous-sol au sein de la communauté de Panorama Hills, au nord-ouest de Calgary. La mère monoparentale a souhaité offrir une belle qualité de vie à sa fille. Talia, elle fréquente une garderie tout près où la meilleure amie de Sarah travaille comme éducatrice. 2 mois après leur emménagement, le lundi matin 11 juillet 2016, Sarah, elle dépose pas Talia à la garderie comme à l'habitude. L'amie de Sarah qui travaille là, elle s'inquiète puis elle tente de la rejoindre, mais ça répond pas. Vers 10h30, l'amie, elle appelle au Chili's, où Sarah travaille, puis elle apprend que Sarah ne s'est pas présentée à son corps de travail. Fait que là, elle est de plus en plus inquiète, puis elle décide de téléphoner à l'oncle et à la tante de Sarah qui habite tout près, qui s'appelle Marilyn et Scott Hamilton. Le couple dit à l'amie de Sarah qu'ils vont aller à l'appartement pour voir si tout va bien. C'est vraiment pas comme son habitude. Alors, arrivée à l'appartement, Marilyn et Scott remarquent que la voiture de Sarah, une Ford Fusion blanche, est pas là. Ils cognent à la porte, aucune réponse, mais la porte est débarrée. Fait qu'ils rentrent. Puis
Puis il voit la sacoche puis le portefeuille de Sarah sur le comptoir. Tu sais, pourquoi elle serait partie avec sa voiture, mais sans sa sacoche, sans toutes ses affaires. Il cherche son sel, mais il est introuvable. Donc là, l'oncle et la tante de Sarah, ils ont comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils appellent la police. OK. Il y a un agent de police qui se présente sur les lieux pour investiguer. Aucune trace d'infraction ou de lutte. Il note aussi qu'il y a une serviette qui est encore humide dans la salle de bain. Fait qu'il y a quelqu'un qui a pris une douche il n'y a pas trop longtemps. Le policier pose des questions à Marilyn puis à Scott, puis il parle de... J'ai là qui mentionne Colin, le père de Talia, puis il fournit son numéro de téléphone. Donc, l'agent contacte Colin, qui confirme qu'il a fait un FaceTime avec sa fille la veille vers 18h. Un peu plus tard dans la journée, vers 20h, après avoir parlé à plusieurs voisins, l'enquêteur il fait une fouille plus approfondie de l'appartement de Sarah pour trouver des indices. Il étudie chaque pièce, fouille chaque armoire, chaque tiroir. Il arrive dans la chambre de Talia. Il fouille le garde-robe dans lequel il y a un gros panier à linge sale. Il prend le panier pour le bouger, mais il se rend compte qu'il est comme vraiment lourd. Comme beaucoup plus lourd qu'une pile de linge sale devrait l'être. Il soulève quelques vêtements, puis il aperçoit 2 pieds bleus, froids. Il vient de trouver le corps de Sarah Bailey, compressé, mis en boule dans le panier, la tête vers le bas. Oh my God. La pauvre Sarah, elle a du ruban adhésif enroulé autour du visage et du cou. Ses poignets sont aussi attachés avec du ruban adhésif et elle a de nombreux bleus sur le ventre et sur le dos. Visiblement, elle a été sauvagement battue puis elle s'est défendue du mieux qu'elle a pu avant d'être assassinée. Avec la violence que Sarah a subie, l'enquêteur il se dit que il faut vraiment retrouver Talia la petite, là, le plus rapidement possible. Dans le podcast de Canadian True Crime, ils disent qu'apparemment que dans 76% des cas d'enfants disparus retrouvés décédés, l'enfant a été tué dans les 3 heures après l'enlèvement. Fait que c'est ça que l'enquêteur est comme... Ouais. Fait que là, il y a une alerte Amber qui est lancée direct dans toute la province. Les enquêteurs sur le cas, ils contactent d'abord le père de Talia, leur suspect numéro 1. Ouais. Puisqu'il n'y avait pas de signe d'infraction dans l'appartement, ça veut dire que Sarah, elle connaissait son agresseur puis qu'elle a ouvert la porte et qu'elle l'a laissé rentrer. Donc, la police était aussi au courant de la relation tumultueuse entre Sarah et son ex. Mais Colin, il coopère, il répond à toutes les questions. Okay. L'enquête continue et heureusement, il y a beaucoup de témoins qui aident à l'avancement de l'enquête. Okay. Donc, sur une vidéo de surveillance du Dairy Queen près de l'appartement, on voit Sarah et Talia le 10 juillet, donc la veille, à 17h30. Puis, on sait aussi que Colin a parlé avec sa fille à 18h, donc une demi-heure après. La voiture de Sarah est retrouvée aussi assez rapidement. Elle est stationnée à quelques rues de son appartement. Il y a une voisine qui confirme qu'elle a aperçu Sarah et Talia descendre de la voiture la veille du meurtre, donc le même soir. Il y a un autre voisin qui a 2 caméras de surveillance sur sa propriété à lui, puis sur lesquelles on voit le Ford de Sarah qui est stationné devant chez elle le matin du meurtre. Et on voit aussi vers 8h45 un Dodge Charger gris se stationner tout près. À 10h30, la voiture de Sarah disparaît. Il y a beaucoup de voitures d'impliquées. Okay. À 10h30, la voiture de Sarah disparaît, mais le Dodge il reste là. À midi, les 2 voitures sont filmées à des endroits différents, quelques rues plus loin. D'abord le Dodge, puis quelques minutes plus tard le Ford. Vers 13h30, le Dodge quitte, puis le Ford, il reste là. Il y a comme beaucoup de manipulation de voitures. Malgré tous les déplacements des voitures, on n'est pas capable d'identifier le ou les conducteurs. On voit pas leur visage. Mais il y a une personne? On sait pas. Okay. Il y a un couple de voisins retraités, Douglas et Sherry Jason, qui habitent sur la rue, qui disent avoir vu, je cite, un homme noir trapu, ce sont leurs mots, arriver dans une voiture blanche. Ils expliquent qu'il y a un homme puis une fillette qui sont sortis de la voiture, qui ont traversé la rue, puis sont montés dans une voiture grise. La petite fille, elle portait des bottes de pluie rouge à pois blancs, puis elle semblait pleurer. Elle est embarquée à l'arrière de la voiture. L'homme a mis une valise rouge à côté d'elle. Puis, il est monté à l'avant et est parti à toute vitesse. Dans un parc pas trop loin, il y a une femme qui a trouvé le cellulaire de Sarah. Comment elle a fait pour savoir que c'était le cellulaire de Sarah? C'est grâce au prénom de sa fille. La femme qui a trouvé le cellulaire, elle a vu l'alerte Amber qui a été lancée partout dans la province ce matin-là. Et elle a vu le prénom de Talia. Et Talia, ça s'appelle
T-A-L-I-Y-A-H. Uh-huh. Donc, c'est quand même une orthographe peu commune. Ouais. Donc, elle l'avait remarqué. Et quand elle a ouvert le téléphone, je sais pas trop comment l'histoire, elle dit pas, mais elle a vu à quelque part le nom de Talia. OK. Fait qu'elle a fait le lien direct. Fait Mhm. comme, OK, il me semble que j'ai vu ce nom-là. Ouais. Fait qu'elle a appelé la police direct. Donc Ah, là, on a su que c'était le good job. téléphone de Sarah. Donc là, les enquêteurs, ils fouillent le téléphone, mais soit il est neuf, soit il a été vidé parce qu'il y a juste quelques photos puis des contacts. Tu sais, il n'y a pas d'appel, pas de messages vocaux, pas de texto. Ouais, c'est louche. Ouais. Cependant, les enquêteurs, ils ont obtenu les relevés téléphoniques de Sarah, puis ils savent qu'il y a des textos qui ont été envoyés au téléphone le jour de sa mort, puis la veille, mais ils sont nulle part dans celle-là. Mhm. Le 13 juillet, donc 2 jours plus tard, l'autopsie du corps de Sarah est complétée. Elle a effectivement été violemment battue. Elle a même une blessure si grave qui a fait un trou dans sa joue. Mm. Elle a des marques sur son cou, puis elle a une fracture de l'os du cou qui montre qu'elle a été étranglée. Toutefois, il n'y a aucune de ces blessures qui a été fatale. Donc, elle a vraiment souffert. Sarah est décédée par asphyxie. Le ruban adhésif sur sa bouche puis son nez l'a empêché de respirer. Mm. C'est ça qui l'a lentement étouffée. Mm. Elle a vraiment souffert, la pauvre. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer si Sarah était vivante ou non lorsqu'elle a été placée dans le panier à linge. Il dit que si elle était vivante, la position dans laquelle elle était placée aurait pu la tuer par asphyxie parce qu'elle n'aurait pas été capable de respirer correctement. T'imagines la position dans laquelle elle est? Fait que, elle avait vraiment aucune chance de survivre, la pauvre. Après l'autopsie, il y a un expert en empreintes digitales qui examine le ruban adhésif placé sur le visage puis sur les poignets de Sarah. Il trouve 3 empreintes partielles qui envoient pour analyse. Pendant ce temps-là, les enquêteurs ils trouvent un suspect qui correspond au profil qu'ils ont établi jusqu'à maintenant parce qu'il y a quand même beaucoup d'indices, les autos, les empreintes. Ouais. Donc, il s'agit d'Edward Delton Downey, 46 ans, originaire d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est le copain de la meilleure amie Sarah, celle qui travaille à la garderie. OK. Elle fait partie être sous protection médiatique. Donc, dans les articles, on l'appelle AB. OK. Donc, je vais l'appeler AB AB. l'ami. Fait que là, c'est le chum de AB. Et c'est ça. Tout ce qu'on sait sur AB, c'est qu'elle a 29 ans, puis elle sort avec Donnie depuis 2 ans, puis ils habitent ensemble dans une propriété qui appartient à la tante de AB, OK. qui se trouve dans la communauté de Skyview Ranch au nord-est de Calgary. C'est AB qui paie toutes les factures dans le couple, puis elle paie aussi pour sa voiture à elle, que Donnie conduit presque exclusivement. Elle paie vraiment tout pour lui, dans le fond. Edward Downey est sans emploi, du moins sans emploi légal, parce qu'on sait qu'il vend parfois de la drogue et qu'il est lié à la gang de rue North Preston's Finest, NPF. Le NPF, c'est un groupe de proxénètes, donc de pimps, basé à North Preston, un petit village de 4000 habitants à peu près au nord-est d'Halifax, Nouvelle-Écosse. C'est comme spécial d'être genre éducatrice en garderie, puis ton chum, c'est genre un pimp. Je sais, c'est vraiment... Donnie a un lourd passé criminel qui s'échelonne sur plus de 25 ans. Il a été condamné pour du trafic de cocaïne, du trafic d'armes, de la possession d'armes, puis proxénétisme. C'était le pimp de son ex-copine aussi. Puis il tente souvent de convaincre AB de devenir escorte pour faire un peu plus d'argent. Il faut savoir que Donnie, il a plus de 120 000 $ de dette. Donc, tu sais, criminel, ancien détenu, pimp, vendeur de drogue, complètement broke. Il essaie de la pimper. Mon homme de rêve. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Écoute. Il devait avoir un charme quelconque. Probablement. Donc là, j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi Sarah ne trippe pas trop sur Donnie. Elle trouve que c'est pas une bonne fréquentation pour son ami. Same. Ouais. En plus qu'à 2 reprises, Sarah elle a vu Donnie frapper AB devant elle. Ah boy. Elle l'a déjà vu avec un œil au beurre noir. AB, elle se retrouve comme toujours pris entre son ami et son chum parce que Sarah, elle attend de convaincre AB de le laisser. Ouais. Puis Donnie, lui, essaye de convaincre AB que Sarah la manipule puis que c'est une mauvaise amie. Fait que ça se trouve pas mal tout le temps entre les deux. Donc, le matin du 11 juillet, Donnie, lui, il a déposé AB à la garderie où elle travaille, vers 8 heures.
Puis, il est parti avec la voiture de sa blonde. La voiture de sa blonde, c'est un Dodge Charger. Mhm. Le mercredi 13 juillet à 22h30, Edward Donny est arrêté à cause de sa voiture. Ça n'a pas été long. Non, ça n'a pas été long. Il y a une analyse qui est aussitôt lancée pour savoir si ces empreintes digitales correspondent à celles qui ont été trouvées sur le ruban adhésif. Il y a 2 des 3 empreintes partielles qui correspondent. Quand même. Dans le caca. Ouais. L'histoire finit quand même pas là. Mais, ouais, et où la petite fille? Les policiers obtiennent un mandat pour fouiller le domicile de Donny. Donc, ils espèrent profondément trouver Talia Mhm. en vie. On s'entend? Oui. Sur place, il n'y a aucune trace de la fillette de 5 ans. Ils trouvent toutefois 2 valises rouges Mm. qui correspondent à ce que les voisins avaient vu, Ouais. qu'ils avaient placé dans la voiture avec la fillette. Il y a aussi le cellulaire de Donny qui est envoyé à l'analyse de la criminalité du renseignement de la police de Calgary, Trish Pace, pour déterminer les zones où il se trouvait le jour du meurtre. Donc, Pace réussit à très bien cartographier les déplacements de Donny. Mhm. Donc, le matin du 11 juillet, on voit qu'il quitte son domicile. Il se rend à la garderie où sa copine travaille. Ensuite, il va dans le quartier de Sarah. Puis, à l'endroit où la voiture de Sarah a été retrouvée pour finalement retourner chez lui. On voit tout ça. Vers 16h30 cette journée-là, il se rend aller-retour dans la campagne, à l'extérieur de Calgary. Oh. Pendant qu'il se déplace, là, on ne sait pas si, tu sais, ça, c'est selon ces données, c'est là. On ne sait pas s'il est tout seul, est-ce qu'il conduit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'auto. Mhm. On ne sait pas, mais bref, pendant ce déplacement-là, il échange de nombreux textos avec une femme avec qui il flirte. Ah, OK. Il dit qu'il veut la rencontrer et tout. Et là, cette discussion-là est quand même continue, tu sais, sans arrêt, sauf pendant une pause de 5 minutes. À un moment donné, tu sais, elle écrit quelque chose, il répond pas pendant 5 minutes, puis après ça, la conversation recommence. Il y a un trou. Il y a des policiers qui sont déployés pour effectuer des recherches dans la zone rurale à l'est de Chestermere, pour ceux et celles qui connaissent le coin, qui a été couverte par le cellulaire de Donny. Pourquoi il est allé à la campagne. À ce stade-là, il y a plus de 100 policiers qui travaillent sur le dossier. Oh my God. Pour Il voulait trouver vraiment la petite retrouver. Mary. Mais c'est ça, il y avait quand même une chance de la retrouver vivante à ce moment-là. Là. Malheureusement, Malheureusement. le jeudi 14 juillet à 21h04, il y a un policier qui marche dans un buisson, puis il tombe sur le corps sans vie de la petite Talia, 5 ans. Calice. L'autopsie révèle que la cause de la mort est aussi l'asphyxie, comme sa maman, mais impossible de déterminer si c'est par strangulation ou par étouffement. Talia a subi des blessures avant et après sa mort. Elle est décédée au plus tard le 12 juillet, mais plus probablement le 11. La journée qu'elle a été enlevée. La journée qu'elle a été enlevée. Les enquêteurs établissent qu'il s'est écoulé à peu près 3 heures entre le moment où le Dodge a été vu pour la dernière fois et celui où Donny s'est trouvé dans la zone où Talia a été retrouvée. Comment ils ont fait pour établir cette chronologie-là? C'est vraiment weird, mais lors de l'autopsie, ils ont retrouvé des bleuets dans l'estomac de Talia. Puis chez Donny, sur le comptoir, il y avait une barquette de bleuets vides. Fait que ils se sont dit, c'est sûr que eux, ça prouve que Donny a emmené Talia toujours vivante chez lui. Sûrement pour décider qu'est-ce qu'il allait en faire. Ouais. Bon, on connaît la suite. Donc là, on a assez de preuves. C'est assez de niaisage. Jeudi 14 juillet, Edward Donny est officiellement inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre premier degré, auquel il plaidera non coupable. Ah ouais? C'est quoi ça? C'est quoi son excuse? Écoute, donc, il est détenu jusqu'à son procès qui aura lieu 2 ans et demi plus tard. Il y a les funérailles de Sarah et de Talia qui ont eu lieu le 21 juillet 2016. Il y a des centaines de personnes qui se sont rassemblées pour leur dire au revoir. 2 ans après la tragédie, le vendredi 24 août 2018, il y a Donny qui doit se présenter devant le tribunal pour obtenir la date de son procès. Mais ce matin-là, vers 6 heures, il tente de se suicider par pendaison dans sa cellule. Et finalement, il passe la fin de semaine à l'hôpital pour s'en remettre, puis il sort 5 jours plus tard. Tu sais, c'est... Pourquoi tu plaides non coupable, puis tu essaies de t'enlever la vie, tu sais. Le procès est donc fixé au 26 novembre 2018, soit 29 mois à partir du moment où les accusations ont été portées. Et là, il faut savoir que ce chiffre-là il est vraiment important.
Mais je vais vous donner un cours 101. Ah, c'est-tu l'arrêt Jordan? L'arrêt Jordan. Ah, ouais. Tu connais? Oui. J'ai mis quelques points, l'arrêt Ouais. Jordan 101. moi, je connaissais pas ça. En fait, l'arrêt Jordan, ça fixe le délai maximal qui peut s'écouler entre une accusation et le procès. Donc, en cour provinciale, c'est 18 mois et en cour fédérale, c'est 30 mois. Donc, lui, il était à 29. Après ce nombre de mois-là, quand tu dépasses ça, les détenus sont acquittés pour des délais déraisonnables. Et le but de tout ça, c'est, je comprends vraiment le but de ça, c'est d'éradiquer les délais inutiles comme genre les procédures inefficaces, les ajournements inutiles, puis le manque de ressources matérielles et humaines. Donc, ils veulent faire avancer les choses. Ouais. Donc, ça a vraiment du sens. Ça existe juste depuis le 8 juillet 2016. Et le nom, j'ai vraiment fait une recherche. Le nom, je me demandais pourquoi ça s'appelle de même. C'est donné à cause d'un détenu du nom de Barrett Richard Jordan qui a été inculpé en décembre 2008 et qui a déclaré coupable en février 2013, mais qui a finalement été acquitté parce qu'il s'est écoulé 49 mois, donc 4 ans et 1 mois, entre son accusation et son procès. C'était même trop long, fait qu'il a été acquitté. Et aussi, l'arrêt Jordan qui a conduit à l'arrêt des procédures dans des cas vraiment connus comme, j'ai 2 exemples, la ministre et animatrice de radio Nathalie Normando, qui a été accusée de corruption, puis celui de Tony Accurso, qui a aussi été accusé de corruption dans le domaine de la construction. Les deux ont été acquittés à cause de l'arrêt Jordan. C'est fou, hein? Moi, je ne connaissais pas ça, en tout cas. J'espère que je ne suis pas la seule. Ben J'ai appris quelque chose. C'est sûr qu'il y a d'autres monde qui ne connaissaient pas ça. Moi, je savais que ça existait, mais je ne savais plus c'était quoi la durée, là. Ouais. Le provincial, c'est 18, fédéral, 30. Quand même. Fait que là, lui, dans notre histoire aussi, il est limite, là. Il a failli être acquitté, mais finalement. OK. Fait que, tu sais, on se disait, tu sais, oui, il y a des règlements. Tu sais, tu peux pas faire exprès de pousser ta date. T'sais, si tu sais que ton procès est à 29 mois, tu peux pas, mettons, faire une tentative de suicide pour passer du temps à l'hôpital pour pas avoir ton procès pour le repousser. Tu sais, il y a des règlements. T'sais, là, à ce moment-là, dans ce cas-là, l'arrêt Jordan, ça fonctionne pas. Parce que t'as pas le droit de faire ça. C'est clair, qu'est-ce que je viens de dire? Mettons, ton procès est fixé à 29 mois. Ouais. Mais toi, tu te dis genre, je vais me rendre malade pour une aller raison à l'hôpital, X, pour aller à l'hôpital, puis je vais faire semblant que je vais pas bien ou whatever, pour repousser à 30 mois pour être acquitté. Ouais. Mais ça, tu peux pas faire ça. Non? OK. Non. Fait que les raisons médicales, ça marche pas. Ben, ça dépend. Sûrement qu'il y en a que oui. Ouais. Mais mettons, si ils voient que tu fais exprès, ça s'appliquera pas. OK. Je pourrais faire plusieurs recherches, mais tu sais, je l'ai lu en ligne. Est-ce que je l'explique bien? Non. Mais j'imagine que vous comprenez le principe. Bref, son procès a lieu. Commence le 26 novembre 2018 devant un jury et la juge Beth Hughes. On cherche ici à connaître les motifs de l'accusé. Ouais. Pourquoi elle tue? Donc, selon l'avocate de la couronne, Carla McPhail, Sarah était un obstacle pour Donnie. L'avocate parle du fait que Sarah s'est immiscée dans la relation de Donnie et d'Abby pour la forcer à le laisser. Elle tente aussi de prouver que Talia a été tuée pour qu'elle ne puisse pas identifier Donnie comme étant le meurtrier de Sarah. Donc, Talia, c'était un dommage collatéral. Ça n'a aucun sens. La meilleure amie de Sarah, Abby, elle témoigne derrière une toile parce qu'elle ne veut pas voir son ex. Elle veut vraiment pas le voir. Ouais. Fait qu'il y a une toile. Elle parle des abus que Donnie lui a fait subir et elle explique qu'il a souvent tenté de la forcer à travailler comme escorte pour payer ses dettes à lui. En plus, ses dettes, c'est dû à, je crois, une maison qu'il avait avec son ex. Ça a comme mal fini, fait qu'il y avait encore des dettes à payer par rapport à ça. Puis lui, il disait, j'aimerais ça que ma nouvelle blonde soit une escorte pour que moi, je puisse péter mes dettes qui datent de mon ancienne relation. Hey, quelle marde, pareil, là. Elle confirme que Donnie n'aimait pas du tout Sarah puis qu'il la blâmait pour la majorité des problèmes dans leur relation. Le troisième jour du procès, Douglas et Cherry Jason, donc le couple de retraités voisins de Sarah, ils témoignent qu'ils ont bien aperçu la petite Talia en train de pleurer puis de monter dans la voiture avec Donnie. Ils l'identifient.
Il y a le policier aussi qui a fait la découverte du corps de Talia, puis le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie. Ils témoignent. C'est eux qui ont la lourde tâche de décrire en détail les blessures de la fillette puis de présenter des photos. Ça a l'air qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'amis puis de membres de la famille qui sont sortis de la salle parce que c'était trop difficile. C'est tout qu'une job, pareil. Ça fait la couronne elle présente ensuite les résultats concluants des empreintes digitales puis l'analyse des signaux de cellulaire de l'accusé. En gros, ils ont un dossier solide. Oh oui, il n'y a pas beaucoup de place au doute raisonnable. Non. Ouais, attends, j'ai hâte de te raconter sa version des faits. Boy. C'est ça la meilleure partie de l'histoire. La défense, elle nie pas les preuves qui ont été portées contre l'accusé, mais il tente de les expliquer. Donc, selon Gavin Walsh et Meryl Freeland, qui sont les avocats de Donnie, l'accusé il était bien chez Sarah le jour du meurtre. Okay. Il dit pas qu'il était pas là. Mais il était pas tout seul. Donc là, sa version des faits. OK? Il témoigne. Donc là, il commence par parler de son passé criminel, mais il nie avoir tenté de convaincre sa copine à travailler comme escorte, puis il nie avoir levé la main sur elle. Parce qu'il dit que sûrement que dans sa tête, il dit la seule témoin qui existe, c'est Sarah, puis Sarah n'est plus là. Mm-hmm. Fait qu'il peut dire ce qu'il veut. C'est sa parole contre la sienne. Et il explique que leur relation, elle allait pas bien, mais c'était parce que sa blonde, elle buvait trop. Puis elle dit que souvent, il parlait de se séparer, mais que ça ne dérangeait pas vraiment. Moi, genre, ma blonde était trop saoule, elle buvait, puis elle dit qu'elle voulait me laisser. Fait qu'il n'y a rien qui est de sa faute. Non. Toute la faute des autres. Et là, il rentre dans les détails des événements du 11 juillet 2016. Attache ta tuque. OK. C'est l'histoire la plus conne que j'ai lue toute ma vie. Okay. Donnie, il dépose... on est le matin du 11 juillet, OK? Donc là, il dépose sa copine à la garderie autour de 8 heures. Ça, c'est vrai. Oui, la seule partie vraie de l'histoire. Ensuite, il se rend au Tim, petit café, pour rencontrer son ami Terrence. Terrence, c'est un vendeur de drogue qu'il connaît depuis 10 ans. Et là, au Tim, il dit que Terrence est accompagné d'un ami que Donnie, il connaît pas. Mais là, on lui demande c'est quoi son nom de cet ami-là, puis il dit « je m'en rappelle pas ». OK. Donc, un ami anonyme. Donc, les trois hommes discutent pendant à peu près 30 minutes. Et là, Donnie leur demande s'ils ont de la cocaïne à lui vendre. Terrence, il lui dit qu'il y en a, mais pas sur lui. Il dit que son stash, il est chez Sarah, qui cache toute sa drogue chez Sarah. Chez Sarah. Fait que là, il faut aller chez Sarah pour aller chercher la drogue. Donc là, Donnie, il se rend dans le Dodge de sa blonde, puis les deux autres, Terrence et son ami ami imaginaire. Ils s'y rendent dans la Mercedes de Terrence. Mais Terrence, il fait du cash. Ouais. Mercedes. Ils stationnent les deux voitures dans les rues avoisinantes. Donc, Sarah leur ouvre la porte, les invite à rentrer, et elle dit à Talia, qui était là, d'aller dans sa chambre puis de fermer la porte. Après ça, Sarah et Terrence, ils se rendent dans une autre pièce pour parler seul à seul, et Donnie puis l'ami de Terrence, ils attendent au salon. Au bout d'un moment, Terrence il sort de la salle de lavage avec 4 kilos de cocaïne. 4 kilos de cocaïne, mettons. J'ai fait un calcul rapide. Ça vaut genre 300-400 000 piastres. C'est beaucoup de cocaïne. Oui, c'est beaucoup. Donnie, il voulait 1 gramme. Ils sont pas... Dans l'histoire de Donnie, ils sont vraiment déconnectés. Oui. Fait que là, tu sais pourquoi c'était chez Sarah? Ça n'a pas rapport. Donc là, bref, ils négocient un peu le prix. Puis ils conviennent de se retrouver plus tard pour peser la portion que Donnie voulait. Okay. Comme ils font pas live. C'est ça, ils négocient un peu le prix, puis ils conviennent de se retrouver plus tard pour peser la portion que Donnie veut acheter. Pourquoi ils le font pas live? Parce que son histoire n'a pas de sens. Voilà. Donc, Terrence retourne dans la chambre avec Sarah, puis Donnie, qui est un peu impatient, il décide d'aller essayer la Mercedes de Terrence. OK. Fait qu'il prend ses clés, il va faire des petits tours de rue avec l'auto, puis il revient. Donc, en rentrant, il entend une chicane avec Terrence, Sarah et l'ami de Terrence dans l'autre pièce. Donc, il rentre pas dans la pièce. Donnie, il s'assoit au salon, puis il dit qu'à ce moment-là, l'ami sans nom entrouvre la porte, il passe un rouleau de ruban adhésif à Donnie, puis il dit « Tu peux-tu m'en couper un morceau? »
Pour expliquer les empreintes. Donc, Donnie arrache un bout d'à peu près 15 cm de long, puis il passe à l'ami qui reprend le rouleau et ferme la porte. Et là, après avoir mis ses empreintes digitales sur du ruban adhésif, il décide de quitter l'appartement. Donc, il reprend la Mercedes de Terrence, puis il se rend chez lui. Pourquoi il n'a pas pris son char? Il se rend chez lui pour prendre de l'argent pour payer la coke. Parce qu'il n'avait pas amené d'argent. OK. Donc, arrivé chez lui, il prend aussi le temps de manger. Il envoie quelques courriels, puis il joue à un jeu vidéo. Il passe du temps chez lui. Avec le char de l'ami. Du vendeur de drogue. Ouais. Il retourne à l'appartement de Sarah vers 13-14 heures. Terrence et son ami sont dehors, à côté de la voiture de Sarah. Donnie donne les clés de la Mercedes à Terrence, puis il quitte. Et là, c'était même pas le bout plus weird. Okay? Normalement, Donnie, mettons, on embarque dans l'histoire. Ouais. Mettons, Donnie aurait pris sa coke, il aurait donné l'argent à Terrence sur place avant de quitter. Mais c'est pas ça qui est arrivé selon Donnie. Ils font pas la transaction, puis ils se donnent rendez-vous plus tard dans un autre endroit à l'extérieur de la ville pour faire la transaction. Pour expliquer pourquoi il était allé. L'endroit où la petite Talia a été retrouvée. Donc, à la fin de la journée, Donnie va chercher sa commune à son travail, AB. Et c'est là que AB lui apprend que elle n'a aucune nouvelle de Sarah puis de Talia. Elle les a pas vues de la journée, personne ne les a vues, elle s'inquiète. Et là, il décide de passer par l'appartement de Sarah pour voir si tout est beau. Et il voit une voiture de police qui est stationnée devant. Et ça, c'est pas trop clair. Ça a l'air, la AB, elle serait allée voir, mais pas trop longtemps, puis elle serait revenue, puis il serait rentré chez eux. OK. Ce bout-là, l'histoire n'est pas très claire. Donc ça, c'est la version des faits présentée par Dan. Lui, il est rentré chez lui. Tout était beau. Fait qu'il n'a jamais vu Talia. Non. Fait que pendant le contrat, j'aurais prié pour voir le contrat. La couronne, elle devait être là, tu me fucking... Les jurés, ils devaient être genre, qu'est-ce qu'ils racontent? Tu me dis ça sérieusement, là. Je te raconte comment est-ce qu'ils ont détruit son histoire. Il présente les textos de Donnie à AB qui prouvaient qu'il était toujours fâché parce qu'il voulait pas travailler comme escorte pour lui. Donc déjà là, il mentait. Après ça, il demande d'expliquer pourquoi le jour du meurtre, il n'a pas apporté l'argent avec lui qui servait parce qu'il savait qu'il s'en allait faire. Il savait qu'il s'en allait acheter de la cocaïne avec son ami Terrence. Pourquoi t'as même pas de l'argent? Si tu sais que tu t'en vas, tu sais. Après ça, il montre les données cellulaires retracées qui correspondent absolument pas à sa chronologie des faits. Les heures ne fonctionnent pas, les endroits, il n'y a rien qui fonctionne. Il mentionne aussi que Donnie tente d'expliquer la présence des empreintes digitales sur le ruban adhésif en disant qu'il a coupé un morceau puis qu'il l'a dit à l'ami Terrence. Mais ces empreintes sont aussi présentes sur tous les autres morceaux qui ont servi à attacher les poignets. Niaiseux. Ouais. Et pour ce qui est de Terrence, c'est supposément un ami de très longue date, mais il est introuvable. Et il n'est même pas présent dans les contacts du cellulaire de Donnie. Puis, on n'a aucune preuve qu'il existe. OK, c'est ça, il n'existe même pas. Fait qu'on parlera même pas de l'existence de l'ami, pas de nom de l'ami qui existe déjà pas. C'est genre l'ami imaginaire de son ami imaginaire. Ouais. Mais parce que lui, il savait qu'il y avait 3 empreintes partielles. Fait qu'il fallait qu'il y ait 3 gars. Ce qui est weird. Mais les 2 autres empreintes, ils n'ont pas été identifiées. Ce bout-là de l'histoire n'est pas clair non plus. Ah, c'est pas ses empreintes 3 fois? C'est 3 personnes différentes. OK. Je sais pas, ce bout-là de l'histoire est vraiment pas clair. Ah, OK, parce que moi, j'avais compris que c'était juste 3 fois la... 3 doigts. 3 doigts, genre, ouais. Mais ça a l'air que ça aurait été 3 hommes. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, qu'il a inventé 2 autres personnes. Ah, oui. Parce qu'encore là, tu sais, souvent dans ces histoires-là, il manque des détails. Les articles de journaux, ils disent pas tout. Fait que c'est difficile de vraiment remettre l'histoire. Bref. Fait que l'histoire de Donnie, elle tient pas du tout la route. Là. Puis la couronne le prouve assez facilement, merci. Alors, ce qui est vraiment arrivé, je te le résume en 30 secondes. Donnie, il déteste Sarah parce qu'elle tente de convaincre sa meilleure amie de le domper. Donc, si AB le laisse, Donnie, qui est complètement fauché, il se retrouve sans abri, sans voiture, sans argent, sans blonde. Voilà.
Donc, Donnie essaie de manipuler sa copine contre Sarah, mais il se rend compte que Sarah a de plus en plus d'emprise sur AB. Donc, sa solution, Sarah doit mourir. C'est 1 + 1 fait 2, obviously. Ouais. Il se présente donc à l'appartement de Sarah le matin du 11 juillet 2016. Il abat, il la tue sauvagement et devant la petite Talia. Donc, le problème de Donnie, c'est que Talia, elle le connaît. Oui. Fait qu'elle peut facilement identifier à la police, dire c'est lui qui a tué Mais ma mère. je veux dire, il aurait pu attendre un moment où Talia était à la garderie. Il y a tellement d'avenues dans cette histoire. Je veux pas qu'il tue Sarah non plus, mais tu sais, genre, au moins, si tu fais pas, genre, si tu mets pas l'enfant là-dedans, qu'il n'y a pas rapport. Mais il y a rien dans cette histoire qui a du sens. Tu sais, il a tué Sarah parce qu'il la gossait. Là. Ouais, c'est ça, pour... Ça n'a aucun bon sens. Non. Donc, c'est ça. Fait que là, il se dit, merde, Talia, elle peut m'identifier à c'est qui. Elle a vu que j'ai tué sa mère. Et il décide de l'emmener chez lui avant de décider qu'il n'a pas le choix de la tuer aussi. Fait qu'il se rend ensuite à l'extérieur de la ville pour se débarrasser du corps de la petite. Le 19 décembre 2018, le jury rend son verdict après 3 heures de délibération. Edward Donnie est reconnu coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre premier degré. Il est donc condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, 2 fois. Donc là, quand on a 2 condamnations de prison à vie, la juge elle a 2 choix. Soit c'est des peines concurrentes, donc il est éligible à une libération conditionnelle dans 25 ans parce qu'il purge les 2 sentences en même temps. Ouais. Ou soit des peines consécutives, donc il serait éligible à une libération conditionnelle dans 50 ans. Il y a 11 des 12 jurés qui recommandent l'inéligibilité du à la libération conditionnelle au bout de 50 ans. Le 8 mars 2019, la juge Hughes accepte la recommandation des jurés et condamne Donnie à purger des peines consécutives. Donc, à ce moment-là, il y a 49 ans. Donc, il y aura la possibilité de demander une libération conditionnelle lorsqu'il y aura 99 ans. Good. Ça me satisfait. En janvier 2021, il a demandé un nouveau procès. Il dit qu'il a été victime d'un procès inéquitable. À l'audience en cours d'appel, l'avocat de Donnie, maître Kelsey Sitter, il dit que les preuves montrant que Donnie escortait des prostituées pour de l'argent et agressait sa copine étaient préjudiciables à son cas et il n'aurait pas dû être présenté au jury. En gros, ça donnait le ton au procès en partant sur le fait que Donnie, c'était une mauvaise personne. Fait que c'est pour ça que les jurys étaient comme un peu biaisés s'ils savaient déjà que c'était une mauvaise personne. L'appel a été refusé. Donnie va rester en prison toute sa vie. Ou jusqu'à 99 ans, si jamais. Il se rend jusque-là. Alors voilà, c'était l'histoire horrible et sans ni queue ni tête. Oui, mais comme aucun sens, aucune logique. Là. Ah, je te dis, quand j'ai su que je voulais faire cette histoire quand j'ai lu sa version des faits. Ah oui. J'aime à quel point toi, tu peux te présenter devant la cour, dire ça, puis ça a du sens. Puis genre, OK, cette personne-là avec qui tu as passé ta journée, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais pas. Je m'en souviens pas. Puis Terrence, c'est ton ami de 10 ans, t'as-tu son numéro? Non. Puis, comment tu fais pour le contacter? Ils ont juste ouvert la porte, ils t'ont donné le tape, puis ils l'ont repris. Ouais. Ils étaient pas capables de couper le tape eux-mêmes. Non. Genre, c'est la pire excuse. C'est ridicule. Ah, mais là, j'ai hâte de te raconter le bonus parce que c'est un peu le même genre de gars, là. Genre, je l'ai surnommé la sangsue. Qui fait juste vivre, genre, aux dépens de la femme. Ben, c'est un peu encore ça revient toujours à ça, mais tu sais, le côté un peu narcissique de je me ferai jamais pogner, je suis meilleure que tout le monde. Fait que lui, il pense qu'il construit une histoire qui a pas de bon sens comme ça, qui va aller le dire à un juge devant un jury de 12 personnes. Puis que tous ces gens-là, c'est tous des morons parce qu'ils vont tous me croire. Ouais. Lui, il se pense plus futé que les autres. Là. Ouais, mais ça revient tout le temps à ça. La personnalité narcissique. Moi, cette histoire est frustrante parce que, tu sais, oui, c'est toujours des meurtres puis c'est des gens qui meurent pour aucune raison, mais ça, c'est fucking aucune raison. Vraiment, Talia, c'est un dommage collatéral. Ta femme, ta blonde, elle travaille à la galerie. Attends qu'elle soit à la galerie, OK? Il y a tellement... j'entrerai pas là-dedans parce que j'en ai pour vraiment longtemps.
à raconter comment cette histoire est conne. Ah! Voilà. Bon, pour se remettre de bonne humeur, veux-tu lire les shout-outs? Ah oui, c'est vrai, j'avais un shout-out à faire. Attends, je l'ai mis où? Ici. Gabrielle qui nous a écrit. Elle dit « Je vous ai découverte alors que je me promenais sur Spotify et je suis tout de suite tombée amoureuse avec le podcast. Je fais écouter un épisode à mon demi-frère et lui aussi a eu la piqûre. Vous seriez incroyable. » Parce qu'elle demandait un shout-out. Donc, allô Gabrielle et Evan, son Allô? demi-frère. Coucou! Merci de nous écouter. Oui. Et merci Gabrielle de convaincre d'autres gens de nous écouter. Fait que continuez à nous écrire. Et puis merci aussi j'ai répondu à je sais pas combien de centaines de messages pour les les top rap, Spotify. ouais, Comment ça raps, s'appelle? le rap. Ça s'appelle ça? Ça, Un rap? c'est ça, genre, ouais, le rap de l'année, genre. Ah, en tout cas, merci tellement. On est dans tellement beaucoup je capotais. De top 5. Ouais, ça s'appelle, merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'en reviens pas. Les gens ils me disent genre, j'ai passé 100 heures à vous écouter. Je suis comme, hein? Comme 100 heures de ma voix fatigante, je serais pas capable. 10 minutes de ma voix fatigante, je serais pas capable. Puis les gens, ils passent des centaines d'heures à nous écouter. J'en reviens pas. Merci pour la dose d'amour. Ça finit l'année sur vraiment une belle note. Oui, et d'ailleurs, c'est notre dernier épisode régulier avant janvier. Ouais. On va sortir un bonus pour décembre, puis après ça, on va prendre une petite pause pour Noël. Puis on revient début... non, plus mi-fin janvier, genre. Ouais, mi-fin janvier. On n'a pas encore décidé de date, là, mais non. On va se donner un petit break de Noël. C'est la fête de ma fille aussi en janvier. Oui, en plus. 3 ans. Oh my God! Fait que, oui, mais tu sais, on prend tout, c'est pas nouveau, là. Bon, c'est sûr, on fait ça chaque année, tout le temps. Ouais. Depuis nos 10 ans qu'on fait ça. Fait que si vous ennuyez, ben, abonnez-vous à notre Patreon. Oui. Puis merci encore pour la dose d'amour. Ça m'a vraiment fait... Juste, tu sais, je berçais mon bébé, puis en pleine nuit, puis je répondais à vos messages. Comme... De un, ils vont penser que c'est weird que je réponds à tout le monde à 2 heures du matin. Ben, mais toutes les mamans savent. Toutes les mômes le savent. Que c'est bien normal. Je suis en train de nourrir mon bébé. Mais non, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Puis on se voit en 2025. En 2025. On s'entend en 2025. Ouais. Sachez que 2025, là, we're back. Ah, ça va être une meilleure année que 2024. Ouais. Pour moi, en tout cas. Mais, surtout. Mais ça va être... on va vraiment être présente. Oui. On a des projets par-dessus projet, par-dessus projet, par-dessus projet. Ça va y aller, gang. Fait que si vous n'avez pas fini de nous entendre. Non. On arrive! OK. Joyeux Noël. Joyeuse bonne année. fête. On s'en... Bonne année. Bonne année. Puis à l'année prochaine. Bye! Bye!